Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle affaire très sordide. Celle-là elle est peut-être un peu plus que les autres parce qu'on va parler d'une affaire qui concerne un enfant. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me le faire savoir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre, si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ce cas très macabre. Je vous présente Jonathan Foster, un jeune garçon qui de ses 6 à 11 ans a vécu chez sa tante et chez sa grand-mère car sa mère avait des difficultés à effectuer son rôle de mère. L'année de ses 12 ans, le plus grand souhait de Jonathan c'était de pouvoir passer Noël avec sa mère Angela. Un mois avant Noël, sa mère s'est séparée de son petit ami, un homme du nom de David, et elle a emménagé avec son fils, ainsi qu'avec une de ses amies, Sharon. Jonathan était très heureux, et d'ailleurs il a toujours été décrit comme quelqu'un ayant toujours un sourire sur son visage, et son entourage pressentait qu'il allait devenir quelqu'un de bien, qui serait toujours prêt à aider les autres. Le 24 décembre 2010, Angela est partie pour travailler, réaliser son travail de caissière et elle a dit avant de partir à son fils de n'ouvrir la porte à personne, sous aucun prétexte. Son amie Sharon, elle aussi, est partie au travail, laissant le jeune garçon seul. Aux alentours des 14 h, quelqu'un a appelé au travail d'Angela. C'est un collègue qui a répondu car Angela était occupée, le collègue a dit que Angela était indisponible et quand Angela a pris connaissance de l'appel, on lui a dit qu'il y avait une urgence à la maison. Immédiatement, Angela s'est précipitée dans sa voiture et elle est rentrée. Sur le trajet retour, elle a appelé Jonathan sur téléphone fixe, sauf que Jonathan n'a pas répondu. Néanmoins, quelqu'un a bien répondu au téléphone. C'était une femme, et cette mystérieuse femme a demandé si la personne à l'autre bout du fil était la mère du petit Jonathan. Cette mystérieuse femme n'a pas dit un mot, mais Angela l'a entendu parler à Jonathan demandant si c'était sa mère, question à laquelle le jeune garçon a répondu oui. Après la réponse du petit, la mystérieuse femme a dit à Angela qu'elle était une mauvaise mère. Et après cela, elle a raccroché. Quand Angela est arrivée à la maison, Jonathan n'était plus là. Il n'y avait plus personne. Donc inquiète, Angela a contacté son ex David, mais David pensait que Jonathan faisait juste une mauvaise blague. Angela, persuadée que quelque chose n'allait pas, a appelé la police pour déclarer son fils comme disparu. La police s'est rendue au domicile là où a eu lieu la disparition et on leur a raconté cette affaire de la mystérieuse femme qui a répondu au téléphone. Une description a été réalisée du jeune garçon pour qu'on puisse l'identifier. Et c'est quelques jours plus tard, le 27 décembre, que la grand-mère de Jonathan a donné un indice qui pourrait faire avancer l'enquête. Elle a dit qu'il y avait eu plusieurs incidents avec Richard Foster, le père biologique de Jonathan. Plusieurs fois, ce fameux Richard aurait enlevé Jonathan, mais aucune charge n'avait jamais été retenue contre lui. À ce moment-là, la police ne s'inquiète pas plus que ça parce qu'ils se disent que, étant le père biologique du petit, il n'y a rien de mal au fait qu'un père veuille rendre visite à son fils. Finalement, une alerte enlèvement est lancée. Donc la police là s'attelle un peu plus sur l'enquête et on demande à Angela quelles étaient ses relations avec David, qui est l'un des potentiels suspects. Là tout le monde est un peu suspect. Eh bien Angela dit que David, lors d'une de ses rencontres avec Jonathan, l'aurait frappé selon ses dires, en tout cas elle le pense, ce qui a ensuite mené à la rupture. David, quand il a été interrogé à ce propos, a totalement démenti ce fait. Et il dit qu'en fait, il a simplement mis un petit coup dans le chapeau de Jonathan quand une jeune fille du voisinage a dit que Jonathan lui avait fait mal. Il qualifie Jonathan de pleurnicheur et il dit que en fait, le jeune garçon a sûrement dit à sa mère qu'il l'avait frappé alors que ce n'était pas du tout le cas. La police trouve que David est un peu bizarre vis-à-vis de cette disparition. Des choses ne collent pas dans son témoignage et David, lui, maintient le fait qu'il est allé voir l'ami d'Angela, Sharon, pour savoir si Jonathan allait bien, pour essayer d'avoir des informations, et qu'ensuite il est dans un bar, mais qu'il ne voulait pas le dire à la police parce qu'il ne voulait pas montrer en fait qu'il était un peu trop porté sur la boisson. Finalement, David est écarté de la liste des suspects parce que les caméras de vidéosurveillance ont été regardées, celle du bar où il disait se trouver, et effectivement, eh bien, il s'y trouvait au moment où il y a eu l'appel téléphonique. Sharon, donc la colocataire d'Angela, est également interrogée. On lui demande ce qu'elle a fait du coup le jour de la disparition du petit Jonathan, et elle dit qu'elle était au travail toute la journée, et qu'elle a aussi rendu visite à une de ses amies, Mona Nelson.
Le soir du 24 décembre, donc le soir de Noël, elle avait prévu d'organiser certaines festivités et elle comptait inviter Mona à ces festivités. Elle devait finir de travailler et ensuite Mona devait la rejoindre à la maison. L'affaire était simple. Si jamais Mona arrivait avant Sharon, elle devait trouver le petit Jonathan qui était à la maison et dire qu'elle était une amie de tante Sharon et normalement, si tout se passe bien, Jonathan devrait la laisser rentrer. On avance encore un peu dans le temps et le 28 décembre, la police reçoit un appel qui indique que des restes calcinés ont été retrouvés dans une zone industrielle. La police, enquêtant sur toute piste, vont voir sur place et effectivement ils retrouvent des restes calcinés qui ne permettent pas d'identifier à qui appartiennent ces restes. Ils retrouvent également de la ficelle qui semble avoir été utilisée pour lier des poignets ainsi que des chevilles. Il y a sur la poitrine de ce qu'on a retrouvé une ecchymose très profonde, ce qui indique qu'un coup de poing a été donné à cet endroit mais avec une très grande force. Les restes sont analysés par un médecin légiste qui dans un premier temps n'arrive pas à identifier le corps. C'est grâce au dossier dentaire que là on arrive à identifier à qui appartiennent ces restes et malheureusement on découvre que ces restes sont ceux du petit Jonathan. Suite à cette macabre découverte, maintenant on ne recherche plus Jonathan, on recherche qui lui a fait cette atrocité. Sachant que là où il a été retrouvé, il y avait pas mal de caméras de vidéosurveillance, la police les consulte. Et elle remarque qu'à la date du 24 décembre, le jour de la disparition du petit, à 18h06, un camion s'est garé dans la zone industrielle et une silhouette en est sortie. Cette silhouette a retiré ce qui ressemblait à une poubelle du camion. Et cette silhouette agissait d'une manière très étrange. Par exemple, quand une voiture passait sur la route juste à côté de la zone industrielle, la silhouette se cachait. Donc on en est quasiment sûr, dans cette poubelle se trouvait le corps du petit Jonathan, et cette fameuse silhouette qu'on n'arrive pas encore à identifier est la personne qui lui a fait du mal. Bon, maintenant on a une nouvelle piste. La police continue son enquête, celle qu'elle menait avant cette découverte. Ils vont donc interroger la personne qui est rentrée dans cette histoire, Mona Nelson. Elle est interrogée au poste de police, et Mona dit qu'elle est soudeuse de profession, et c'est quelque chose qui interpelle un peu la police, parce qu'il se trouve que Jonathan a été brûlé, et qu'une sorte de chalumeau avait été utilisé pour lui mettre le feu. Et c'est un outil que Mona était habituée à utiliser. En tout cas, elle pouvait en avoir à disposition assez facilement. On lui pose donc des questions sur ce qu'elle a fait le 24 décembre et on lui demande comment s'est passée sa visite quand elle devait en gros aller voir son amie Sharon, faire ce qu'elles avaient prévu. Elle dit qu'elle est arrivée vers 12h30 mais qu'elle est en fait repartie parce que Sharon n'était pas là. Plus tard, elle est allée boire avec un de ses amis, Frank, de 14h à 18h. Et ça, c'est un détail qui interpelle de nouveau la police parce que pour eux, selon l'enquête, Jonathan a été enlevé puis tué entre 14h et 18h. Donc les heures collent. Frank, l'ami, est interrogé et lui va donner une toute autre version de l'histoire. Il dit que Mona a bu toute la journée, mais qu'elle l'a quitté à 14h. La police n'a plus de temps à perdre, donc il confronte de nouveau Mona. Mona, au début, ne dit pas grand chose, mais la police arrive à avoir un mandat de perquisition pour son domicile. Il fouille le domicile et là, il tombe devant les réponses à leurs questions. Oui, Mona est bien celle qui avait enlevé Jonathan, car on a retrouvé un chalumeau qui aurait servi à brûler le petit. On retrouve la même ficelle qui a été retrouvée à côté des restes calcinés. Et on trouve également une preuve irréfutable, un des vêtements du petit. Bien qu'on lui révèle qu'on a trouvé justement toutes les preuves qui vont pas dans son sens, Mona ne coopère pas. Elle dit qu'elle se sent malade et qu'elle a envie de vomir mais du sang. On lui dit qu'une ambulance a été appelée, mais quoi qu'il en soit, elle est arrêtée. Et lors de son arrestation, ce qui est surprenant mais assez révélateur, c'est que Mona ne montre aucune émotion. Quelqu'un qui serait totalement innocent serait sous l'emprise, je pense, de la panique. Elle, pas du tout. C'est le 12 août 2013 que Mona a été jugée. Elle a été déclarée coupable et un mobile a été établi. Et vous allez voir, le mobile pour le meurtre de ce petit garçon, c'est un mobile incroyable. Non pas que ce soit un truc totalement entre guillemets recherché, poussé ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fait un mobile de circonstance. Mona en fait avait bu toute la journée. Elle s'est rendue chez son ami pour faire ce qui avait été convenu. Et Jonathan a en fait juste ce que sa mère lui a dit. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas Mona, donc vu que sa mère lui a dit tu ne laisses rentrer personne, bien que Mona ait dit je suis l'ami de ta tante, lui n'a pas voulu la laisser rentrer. Et c'est ça, en fait, qui a causé sa mort. Mona a été très énervée face à cette réaction et elle l'a tué pour ça. Elle aurait attaqué Jonathan et ensuite aurait paniqué. Elle a emmené Jonathan chez elle, l'a enveloppé dans un tapis et a brûlé son corps. C'est ensuite qu'elle l'aurait mis dans une poubelle et l'aurait déposé dans la zone industrielle où les restes ont été retrouvés. Mona Nelson a été reconnue coupable et le tribunal a décidé de sa sanction,
elle a été condamnée à la prison à vie. Et voilà les amis, on en a fini pour cette triste histoire. Ce qui est fou dans cette histoire déjà, c'est qu'on voit quelqu'un qui s'en prend à un enfant, et d'autant plus que le motif est, enfin c'est incroyablement inconcevable. J'ai déjà eu des cas où le mobile c'était de la vengeance, ce genre de choses, mais là c'est juste parce qu'un enfant fait ce que sa mère dit, et sous l'emprise de l'alcool, Mona devait être incontrôlable, qu'elle a pu attaquer un enfant. Enfin c'est, j'ai même pas les mots en fait pour décrire cette affaire, parce que c'est une affaire qui est sordide. Et non, en fait, je sais juste pas quoi dire. Je voulais vous présenter cette affaire justement parce que on pourrait se dire que c'est un ex qui veut se venger de la mère de Jonathan, ce genre de choses, alors que pas du tout. C'est incroyable. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un j'aime sous la vidéo, c'est important. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. De nouveau, mon Instagram est juste ici pour me suivre et m'envoyer une histoire flippante si jamais vous en avez l'envie évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!